Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. OnlyFans. Le nom est entré dans le langage courant. On l'entend dans les conversations, on le lit dans les journaux et pourtant on le prononce souvent à voix basse. Derrière ce nom se cache un phénomène économique et culturel qui dit quelque chose de très précis sur notre époque, sur nos désirs, nos solitudes et la manière dont nous avons appris à tout transformer en marchandises. Aujourd'hui, je vous parle de comment fonctionne OnlyFans, pourquoi la plateforme a explosé, ce qu'elle change et ce qu'elle révèle de nos sociétés. Attention, cet épisode aborde une plateforme destinée à un public adulte et traite de contenu à caractère sexuel. Si ce n'est pas un sujet que vous souhaitez explorer aujourd'hui, c'est le moment de mettre pause. Avant de commencer, je vous rappelle que si le podcast vous plaît, vous pouvez m'offrir un petit café. Le lien est en description. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La page d'accueil d'OnlyFans est lisse, presque anodine. Soutenez vos créateurs préférés. Plateforme d'abonnement pour les créateurs de 18 ans et plus. Des formules corporatives qui ne laissent rien deviner. Quelques secondes suffisent pourtant pour comprendre. OnlyFans est avant tout un site où l'on paie pour accéder à des photos et vidéos, majoritairement de femmes, dans des contenus sexuellement explicites. Vous me direz, Internet regorge de pornographie gratuite. Alors, qu'est-ce qui rend OnlyFans différent? Tout. Revenons un moment en arrière. Pendant des décennies, l'industrie pornographique a fonctionné sur un modèle clair, celui des gatekeepers, studios, producteurs, distributeurs, presque toujours des hommes, qui décidaient qui apparaissait, dans quelles conditions et pour quelle rémunération. Hugh Hefner, le fondateur de Playboy, en est la figure emblématique. Il ne vendait pas seulement des photos, il décidait ce qui était désirable et sous quelle forme. OnlyFans a fait exploser ce modèle avec un seul concept, la désintermédiation. La désintermédiation, c'est tout simplement supprimer les intermédiaires. Sur OnlyFans, n'importe qui peut créer un compte, publier du contenu, fixer son abonnement et recevoir directement l'argent de ses abonnés. La plateforme prélève 20% sur chaque paiement et c'est tout. Pas de studio, pas de casting, pas de producteur. Ce modèle, on l'a vu ailleurs. Airbnb avec l'hôtellerie, Uber avec les taxis. La différence, c'est que sur OnlyFans, la marchandise est le corps, ou du moins sa représentation. OnlyFans est fondé en 2016 à Londres. Les premières années sont calmes. Puis vient mars 2020. La pandémie ferme les clubs, les studios, les lieux de travail. Des milliers de travailleurs et travailleuses du sexe se retrouvent sans revenus du jour au lendemain. OnlyFans devient une planche de salut. À son apogée, 200 000 nouveaux utilisateurs s'inscrivaient chaque jour.
En 2022, 5,5 milliards de dollars ont été dépensés sur la plateforme. Cependant, en août 2021, quand la direction tente d'interdire les contenus explicites sous pression bancaire, les créateurs menacent de partir massivement. OnlyFans fait marche arrière en moins d'une semaine. Un signal éloquent sur qui détient réellement le pouvoir. Mais il y a un mais, il y a toujours un mais. Les médias adorent les récits de jeunes femmes qui quittent leur emploi mal payé pour gagner 10 fois leur salaire depuis leur chambre. Ces histoires existent, mais elles sont rares, rarissimes. La réalité statistique est bien différente. Un compte OnlyFans compte en moyenne 21 abonnés. Les revenus médians s'élèvent à environ 180 $ par mois. De quoi payer une facture, pas de quoi vivre. Les 10% de créateurs les mieux payés captent plus de 70% des revenus totaux. C'est ce que les économistes appellent une économie winner takes all. Quelques stars gagnent des fortunes. L'écrasante majorité gagne peu ou rien. D'un autre côté, ce que les récits de réussite ne montrent pas, c'est le coût invisible, et il est considérable. Premièrement, le risque numérique. Une fois du contenu publié en ligne, il ne disparaît jamais vraiment. Capture d'écran, téléchargement, redistribution sur des sites tiers sans consentement. Des créatrices ont découvert, des années plus tard, en cherchant un emploi ou en rencontrant leur future belle-famille, que du contenu qu'elles croyaient supprimé circulait toujours librement. OnlyFans ne fournit aucun filet de protection réel contre cela. Deuxièmement, le risque psychologique et social. L'algorithme récompense la fréquence. Les créateurs les plus performants ne postent pas quelques photos par semaine, ils travaillent. Photoshoot, vidéos sur commande, messages privés personnalisés, live, relance d'abonnés. Certains décrivent des journées de 12 heures et une pression constante à rester visible. Selon des enquêtes auprès des créateurs, 1 sur 2 déclare que son activité sur OnlyFans a eu un impact négatif sur sa vie personnelle. Relations amoureuses, rapport à l'intimité, image de soi. La frontière entre travail et vie privée s'efface progressivement. Troisièmement, le risque économique. Il n'y a pas de syndicat sur OnlyFans, pas de congé maladie, pas d'indemnité chômage, pas de retraite. La plateforme peut modifier ses conditions d'utilisation du jour au lendemain, comme elle l'a presque fait en 2021. Les créateurs sont des travailleurs indépendants sans filet, entièrement dépendants d'une infrastructure qu'ils ne contrôlent pas. Pour ceux et celles qui arrivent sur la plateforme attirés par les récits de succès, sans expérience du milieu ni stratégie claire, la désillusion peut être brutale et les conséquences durables. Le contenu publié, lui, reste. Attention, il serait malhonnête de ne voir dans OnlyFans qu'un piège. Pour une partie significative des créateurs, la plateforme représente une amélioration réelle des travailleuses du sexe qui exerçaient dans des conditions dangereuses, dépendantes d'intermédiaires abusifs, exposées physiquement, y ont trouvé une alternative plus sûre, plus autonome, mieux rémunérée. Elles contrôlent leur contenu, fixent les prix, bloquent les utilisateurs problématiques. Pour elles, la désintermédiation est un progrès. Il faut les écouter. Mais la promesse de liberté a aussi un revers. Être son propre patron,
c'est aussi être seul face à l'algorithme, seul face à tous les risques décrits auparavant. L'émancipation et la précarité coexistent dans ce même modèle. Je souhaiterais maintenant passer de l'autre côté de l'écran. On parle peu de ceux qui paient. Et pourtant, qu'achète-t-on vraiment sur OnlyFans? Pas seulement des photos ou des vidéos. Cela, comme nous avons dit au tout début, on peut le trouver gratuitement ailleurs. Ce que l'on achète, c'est une relation, ou du moins son illusion. Un message répondu, un prénom utilisé, une vidéo faite en pensant à vous. La personnalisation est le vrai produit. Des chercheurs en psychologie sociale étudient ce phénomène sous le terme de parasocialité, des liens émotionnels réels qui se forment avec des personnes qui nous considèrent essentiellement, bien évidemment, comme une source de revenus. La question n'est pas morale, elle va au-delà. Elle est que devient la capacité d'établir des relations réelles, non tarifées, quand on s'habitue à consommer de l'intimité comme un service. En conclusion, OnlyFans est un miroir. Pour certains créateurs et certaines créatrices, c'est un outil d'émancipation réelle. Pour d'autres, une illusion bien conçue, avec des conséquences durables. Pour les consommateurs, c'est une manière de satisfaire des besoins que la société ne reconnaît pas. Pour la plateforme, c'est un modèle économique redoutablement efficace, sans aucune des protections sociales qui en découleraient normalement. La vraie question n'est pas de savoir si OnlyFans est bien ou mal. C'est à vous de juger. Elle est pourquoi une telle plateforme a-t-elle rencontré un tel succès? Cette question en dit long sur nos solitudes, nos désirs, nos craintes, mais aussi notre société en général. Et c'est peut-être cela, la vraie curiosité que je vous invite à avoir. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Si ce que vous avez écouté vous a plu, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres curiosités.